rapporteur. La parole est désormais à Monsieur Damien Adam, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques pour une durée de 5 minutes. Monsieur Adam, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Madame la Présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Monsieur le rapporteur au fond, chers collègues. Aujourd'hui est un jour important pour l'avenir de notre service public ferroviaire et pour ses 4,5 millions d'usagers au quotidien. Alors que le secteur est en crise, il est de notre responsabilité collective de mener à bien sa réorganisation et sa modernisation. Si des réformes partielles, sectorielles, thématiques se sont succédés depuis la fin des années 90, notre service public ne répond plus aux attentes des citoyens et ne suffit pas à satisfaire leurs besoins de mobilité. Vétusté des installations et du matériel roulant, retard, déprogrammation, manque d'informations, prix croissant des billets, les critiques ne manquent pas et beaucoup sont fondées. Plus d'un intercité sur 3 arrive en retard aux heures de pointe et 25% des retards sont supérieurs à 20 minutes. Le constat est partagé. Une part importante des incidents rencontrés par les usagers est imputable à l'état déplorable du réseau. Pendant des décennies, l'État n'a pas réalisé les investissements nécessaires et c'est visible. 20% du réseau fonctionne au ralenti. Dans ma région, en Normandie, il fallait par exemple 1h45 pour faire le trajet Paris-Le Havre en 1973. Il faut aujourd'hui en moyenne 2h07. Depuis 30 ans, l'État s'est engagé dans le financement massif des nouvelles lignes à grande vitesse TGV au détriment des mobilités du quotidien et de l'entretien du réseau existant. Conséquence, le groupe ferroviaire public est lourdement endetté à hauteur de près de 50 milliards d'euros. Cette dette ne lui permet plus d'investir pour rénover ou moderniser ses infrastructures, ni d'enrayer la dégradation générale. Pourtant, l'État n'a pas réduit son engagement dans la SNCF. Nous versons chaque année 14 milliards d'euros pour le bon fonctionnement de l'entreprise, soit plus que les budgets de la police et de la gendarmerie réunis. En conséquence, la fréquentation décline et le système ferroviaire est exposé à une concurrence féroce, celle du transport aérien, en particulier à bas coût, mais également celle du transport par autocar ou par covoiturage. Ceci est d'autant plus regrettable que ces transports sont polluants, moins vertueux sur le plan social et environnemental. Le constat est donc le suivant. Si la situation est aussi dégradée, c'est signe que le système lui-même est vicié et qu'il est impératif de le changer en profondeur pour un service public à la hauteur des attentes des usagers, pour une régularité retrouvée, des matériels modernisés, avec en même temps une organisation de la SNCF repensée et un statut des cheminots sécurisé, prêt à affronter les enjeux de demain. C'est ce que propose le présent projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Et rien d'autre. En aucune manière, il n'est question de pointer du doigt les cheminots, qui font preuve d'un professionnalisme immense et disposent d'une expérience et d'un savoir-faire exceptionnels. Au contraire, le projet de loi accorde une grande écoute aux différentes parties prenantes et aux syndicats. En effet, la méthode choisie pour construire cette réforme est celle de la concertation. Nous sommes maintenant à mi-chemin et les résultats sont déjà là. Des avancées ont été faites sur le volet de l'ouverture à la concurrence, par exemple. Ainsi, cette réforme annoncée par ordonnance laisse place à l'inscription en dur dans la loi de dispositions législatives au fil des négociations. Ces dispositions fixent plusieurs points dans le texte de loi, notamment les dates d'ouverture à la concurrence des TER et des trains intercités, les dérogations à l'ouverture à la concurrence, la question du transfert des contrats de travail, des tarifs sociaux ou encore de la surveillance générale du système ferroviaire. En ce qui concerne les transferts des contrats de travail, par exemple, ces amendements me semblent tout à fait pertinents. Ils tiennent compte des avancées de la concertation engagée avec les organisations syndicales et permettent de mettre en place un dispositif protecteur pour assurer la poursuite des contrats de travail des salariés en cas de changement d'opérateur. Ces amendements vont aujourd'hui pouvoir être discutés à nouveau, éventuellement être amendés en séance, et c'est une preuve de vivacité de notre démocratie parlementaire. Je ne doute pas que nos débats seront riches, comme ils l'ont déjà été en commission. Ainsi préparée, l'ouverture à la concurrence n'est pas une menace, mais une formidable opportunité, messieurs, dames. Cette ouverture n'a pas été décidée parce que le libéralisme constituerait une fin en soi, mais parce qu'elle est apparue comme nécessaire pour revitaliser le système ferroviaire, pour restaurer la qualité de service au profit des usagers, avec plus de trajets et plus de concurrence sur les prix. Elle permettra d'améliorer le taux d'utilisation de notre réseau ferroviaire et de développer une offre plus dense, à même de désenclaver les zones isolées. En Allemagne, depuis 20 ans, le ferroviaire a enregistré une augmentation de 49% du nombre de voyageurs. Elle permettra d'améliorer également la qualité de service, car c'est en grande partie sur ce critère que se fera la différenciation entre les entreprises. En Allemagne, l'âge moyen du matériel roulant est passé ainsi de 17 ans à un peu moins de 8 ans.
Les opérateurs seront également encouragés à innover. En Italie, les nouveaux entrants ont mis en place de nouveaux services, notamment le Wi-Fi gratuit à bord des trains à grande vitesse. Ainsi, la concurrence permettra de redynamiser le secteur ferroviaire pour qu'il retrouve des parts de marché face aux autres modes de transport. En Allemagne, le train a augmenté de 1,5% par rapport aux autres modes de transport. Elle nous conduira ainsi vers un système plus vertueux sur le plan environnemental, en cohérence avec nos engagements climatiques. Enfin, elle permettra à nos entreprises, notamment la SNCF, de rayonner à l'international en gagnant des marchés dans son secteur d'excellence. Plus de concurrence, ce sont plus d'offres de trajet, une meilleure qualité de service et davantage de prestations, tout en maintenant un niveau de sécurité maximal et des tarifs sociaux garantissant à tous un droit à la mobilité effectif. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Monsieur Damien Adam. Merci, madame la présidente. Au moment où nous entamons enfin la discussion des articles du projet de loi, beaucoup de choses ont déjà été dites sur la réforme, dont un certain nombre parfois de fables. Des inquiétudes se sont cristallisées sans tenir compte du véritable fond de la réforme. L'article 1er est peut-être le plus important pour l'avenir de la SNCF puisqu'il vise à redéfinir sa gouvernance et sa forme juridique. En aucune manière, rappelons-le, il n'a été question de privatisation. Au contraire, la nouvelle SNCF sera une entreprise publique détenue à 100% par l'État et dont les titres seraient incessibles. C'est une évolution de son statut juridique. Là encore, il convient de rappeler la nécessité de cette évolution primordiale pour cette entreprise qui est chère à tous les Français. L'organisation, malgré tout, de la SNCF doit être repensée. Le groupe doit être plus efficace, moins cloisonné et où l'information circule mieux. Sa gouvernance doit disposer d'une véritable autonomie afin de protéger efficacement ses intérêts et ceux de ses usagers, comme le soulignait la Cour des comptes en janvier 2017. Pendant trop longtemps, la SNCF est restée assujettie aux représentants de l'État qui défendaient avant tout les positions de leur autorité hiérarchique pour imposer des choix d'investissement parfois irréalistes, comme celui du tout TGV, aujourd'hui décrié par tout le monde. Le nouveau statut de l'entreprise devra également empêcher la SNCF de s'endetter sans limite et de manière déraisonnée, comme cela a été possible dans le passé. Enfin, comme je le recommandais dans mon rapport pour avis, nous devrons veiller à ce que dans le nouveau statut de la SNCF, l'indépendance du gestionnaire de réseau s'applique à l'ensemble de ses missions et non uniquement aux fonctions essentielles d'allocation des sillons et de tarification, afin de lever toute ambiguïté, notamment dans le processus d'ouverture à la concurrence. Je vous remercie. Nationale. Merci, chers collègues. Donc, une dernière prise de parole de notre collègue Adam avant que je propose à la ministre, si elle le souhaite, de répondre à l'ensemble des orateurs. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais rassurer mon collègue Villefranc. Si je suis à ma place, c'est parce qu'en tant que rapporteur pour avis, je ne peux pas voter à ma place au banc devant. Et comme vous utilisez ce soir à raison, et c'est votre droit, les scrutins publics, j'ai préféré rester à ma place pour éviter un nombre de déplacements importants. Sur le fond, ce que dit mon rapport, déjà, je suis ravi que vous ayez lu mon rapport, mais c'est très bien. Sur le fond des choses, ce qui est important, c'est que, dans un premier temps, les régions, quand elles vont devenir les autorités organisatrices permettant de faire des appels d'offres pour avoir attiré des acteurs du ferroviaire, elles vont certainement ne pas mettre l'ensemble de leur réseau en appel d'offres dans un premier temps. Elles vont commencer par faire des lots avec certaines lignes rentables et d'autres qui le seront beaucoup moins. Et elles demanderont aux acteurs de faire des propositions pour rentabiliser ou en tout cas trouver les bonnes manières pour faire en sorte que la ligne ait plus de passagers. C'est le sens de mon rapport et donc effectivement il y aura des lignes qui seront avec beaucoup de passagers, beaucoup de trains et puis d'autres où il y aura les acteurs qui devront trouver des marges de manœuvre, des meilleures façons de faire les choses pour plus de pertinence, plus de passagers, plus de trains et toujours pareil, aussi des prix qui pourront être modulés beaucoup plus facilement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je crois que nous avons eu une donc rejeté. Nous en arrivons à l'examen de l'article 2. Sont inscrits sur l'article 2 Monsieur Damien Adam. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ça y est, nous arrivons enfin aux articles qui traitent de l'ouverture du marché des services de transport ferroviaire de voyageurs. On va observer, j'imagine, que deux camps vont s'opposer au sein de l'Assemblée. D'un côté, nous aurons ceux qui se retrouvent dans un amendement identique de suppression et de l'autre, des députés prêts à discuter de l'ouverture de la concurrence. Le fait est que depuis la fin des années 80, le transport ferroviaire décline face à la concurrence de l'automobile et de l'avion. Contre ceux qui préconisent de surtout ne rien faire, les idéologiques, nous croyons aux vertus de l'ouverture à la concurrence. Nous sommes certainement les pragmatiques.
Non pas parce que la libéralisation constituerait une fin en soi, mais parce qu'elle est la solution pour redynamiser le secteur ferroviaire. Tout d'abord, l'ouverture à la concurrence permettra de replacer l'usager au cœur du système ferroviaire. Fort de sa situation de monopole et sans pression concurrentielle, SNCF Mobilité n'était pas contrainte par les critiques d'usagers, ceci étant pour la plupart captifs de ses services. Avec l'ouverture, l'opérateur historique sera incité à améliorer la qualité de son service, car c'est en grande partie sur ce critère que se fera la différenciation entre entreprises. Par ailleurs, l'ouverture à la concurrence permettra de redynamiser le secteur ferroviaire pour qu'il retrouve des parts de marché face aux autres modes de transport. Plus de concurrence, ce sont plus de trajets, de meilleurs services au coût plus acceptable, une plus grande diversité de tarifs afin de permettre au système ferroviaire de retrouver son attractivité. En outre, en restaurant la part modale du transport ferroviaire, elle aidera la France à atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, je souhaite rappeler qu'une telle ouverture à la concurrence est déjà à l'œuvre dans des pays étrangers, en particulier dans la majorité des États européens. La réciprocité qui existe sur le marché du transport ferroviaire dans l'Union européenne est gage de développement commercial à l'international pour nos entreprises et pour la France. Le groupe historique français, la SNCF, profite déjà d'ailleurs de cette ouverture à l'étranger et pourra, à travers l'ouverture de notre marché et dans les prochaines années, profiter pour gagner encore plus de parts de marché à l'étranger dans l'intérêt des cheminots et de l'entreprise. Et une occasion de rayonner dans son secteur de compétences. La France ne peut se permettre de rester en marge du mouvement en cours. Je vous remercie. Maintenant, passer à l'article 3. La parole est à Monsieur Damien Adam, s'il est là. Merci, Monsieur le Président. L'article 3 traite des modalités de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés de transport ferroviaire de voyageurs. Suite à mon rapport pour avis, je voulais attirer votre attention sur plusieurs éléments. Tout d'abord, la garantie d'un accès effectif et non discriminatoire à du matériel roulant adapté pour les opérateurs ayant remporté un appel d'offres. Également, la garantie de la cession à l'autorité compétente, si elle en fait la demande, du matériel roulant utilisé pour l'exécution des services mis en concurrence, en contrepartie du versement de sa valeur nette comptable à la SNCF. Le transfert également des ateliers de maintenance dès lors qu'ils sont totalement ou majoritairement utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat TER. Ceci après versement d'une indemnité légale à la valeur nette comptable. Les services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés nécessitent l'utilisation d'un certain nombre de biens, matériels ou immatériels, aujourd'hui détenus par l'entreprise en monopole SNCF Mobilité. Mais ces biens ont souvent fait l'objet d'un financement total ou partiel par les autorités organisatrices par le biais de subventions d'investissement. La mise à disposition de ces biens, qui sont strictement nécessaires à l'exploitation du service, est indispensable afin de lever une barrière à l'entrée pour les candidats aux futurs appels d'offres et de traiter les opérateurs de façon équitable. C'est l'objet de cet article, c'est pourquoi ça me semble intéressant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer à l'article 4, dans la sérénité, avec la parole à Monsieur Adam. Merci, Monsieur le Président. L'article que nous allons commencer à discuter prévoit l'évolution du cadre de tarification des billets aux voyageurs. Il précise notamment les règles en matière de vente, d'information, d'assistance, d'indemnisation des voyageurs et des prestations dans le cas de trajets en correspondance. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, ces questions sont primordiales pour garantir une qualité de service, notamment dans le cas de trajets en correspondance impliquant possiblement différents opérateurs. Ce point soulève des inquiétudes auprès des usagers qui ont eu l'occasion de m'alerter, notamment l'association de défense des usagers du rail normand. Ainsi, je souhaite attirer votre attention sur 2 points. Il conviendrait d'étudier la possibilité d'abonnement sur un trajet, par exemple, prenons l'exemple qu'on connaît très bien en Normandie, le Paris-Rouen-Le Havre, qui serait valable auprès de tous les transporteurs opérant sur cette ligne, de manière à ne pas limiter les abonnés à un seul horaire ou à un seul opérateur et à leur permettre d'ajuster leur trajet en cas de modification de leurs contraintes horaires. En conséquence, les droits et obligations des voyageurs doivent bien être pris en compte, notamment sur des trajets en correspondance. Comment répartir l'application de ces droits entre les différents opérateurs, par exemple sur les indemnités versées aux usagers lors de retard ou d'annulation de train. À ce sujet, je rappelle que l'ouverture à la concurrence doit avoir un effet vertueux sur la ponctualité et la fiabilité du service ferroviaire. En open access, les différents opérateurs en concurrence seront incités à fournir le meilleur service possible pour séduire les usagers. Pour les trains régionaux, pour les trains régionaux, les régions pourront davantage contrôler l'opérateur désigné qu'aujourd'hui sur son offre de service, sa ponctualité, sa fiabilité et son niveau de sécurité, sous peine de ne pas voir renouveler son contrat ou se faire infliger des sanctions par les régions. Je vous remercie, Monsieur Adam.